Bonjour, M. Nantel. Comment allez-vous? Bonjour, ça va très bien. Bon, Vous c'est savez fait. qu'il y a une plainte de n'importe qui, n'importe quel zozo, qui a le droit de bloquer des milliers de personnes, là. Oui, bien c'est ça, Moi, c'est ça. je pense qu'à long terme, puis ça, je le dis souvent, euh, je pense qu'il va y avoir des poursuites, puis il y a des gens qui vont être pénalisés pour ça. Vous pouvez pas tricher la Constitution, puis des gens, les règlements de la communauté. Quel règlement de la communauté? On m'a jamais demandé mon Exactement. avis. Alors, il y a il y a quelque chose de profondément inconstitutionnel, manque d'éthique, Exactement. manque de tout C'est- ce que vous voulez. Puis ça va finir par leur rebondir au Les, visage. les les GAFAM ont développé une justice privée où est-ce que tu es condamné à des sentences qui peuvent être assez lourdes, là, parce que nous, écoutez, là, on ne gagne pas notre vie avec ça, mais on met notre cœur là-dedans, c'est notre engagement, et là, on se fait censurer, ça a des conséquences, et c'est fait selon des règles inconnues, et on nous dit qu'on a fait une infraction au règlement de la communauté. Quelle Ouais, communauté, c'est quel n'importe quoi. règlement et C'est quelle n'importe quoi. infraction? Trois questions qui restent complètement sans réponse. Et moi, je trouve que c'est inadmissible. Les États ne devraient pas accepter que des entreprises privées fassent un simulacre de justice comme ça. Parce que quand l'État ou la police te dit tu as fait une infraction à une loi, ben, on te dit c'est quelle loi, on te dit c'est quelle infraction, et tu as le droit d'être entendu, tu as le droit de contester. Et là, Vous puis là savez, ça va plus loin que les médias sociaux. Radio-Canada a le mandat de faire la promotion du fédéralisme canadien. Or, c'est en français dans une province où la moitié de la population a voté oui en 95, puis il y a encore une grande partie. Je veux dire, à un moment donné, faut laisser faire les gens. Si vous ne respectez pas les droits de l'homme qui sont dans les constitutions, ben là, les gens vont se débarrasser des constitutions, puis vont se débarrasser des droits de l'homme, puis là, ça va être l'inverse, la vengeance. Puis c'est c'est pas dangereux. bon, C'est ça. dangereux C'est très dangereux. de Voilà. détruire le tissu social. Et puis là, vous avez raison. La fameuse loi C11, bientôt, c'est ça l'objectif du gouvernement, c'est que Radio Infocité va être obligé de faire la promotion de l'unité canadienne et des valeurs de la Charte des droits canadienne. Et là, si on ne le fait pas, YouTube va pouvoir nous censurer Oh, oui, mais ça, sur la base qu'on ne fait pas suffisamment la promotion d'unité canadienne. c'est précisément, vous savez, là, c'est parce qu'aujourd'hui, je voulais parler de la crise qui semble Oui, être en oui, train de oui, commencer. on va y arriver. Non, On a une bonne non, mais demi-heure. ça fait partie. C'est que la crise qui s'en vient, si vous trichez, si c'est pile tu gagnes, face je perds, là, les gens vont se venger. Puis là, Me- c'est ça qui est dangereux, c'est que quand vous Monsieur vous Nantel, lancez dans exact. un truc comme ça, Il y a, il faut respecter, ouais, ouais, il y a une crise économique, mais il y a une crise du droit. mais ça va Parce que là, ensemble. Parce oui, que ce oui, eh qui va ben, arriver, c'est que souvent, c'est ce qui arrive. Ouais. quand la population va être excédée par toutes ces sottises-là, ils ont le droit de parler du communisme au Radio-Canada, ils ont le droit de parler du fascisme de Mussolini, ils ont le droit de... Ça ne veut pas dire que les gens vont embarquer là-dedans. Ça, c'est l'idée, là. Nous, on sait, vous ne savez pas. Nous, on est les bons, vous êtes les méchants, vous êtes les ignorants, vous êtes les pas bons. Puis quand vous faites un truc comme ça, il y a un retour de bâton. La raison pour laquelle on a des constitutions en Occident, depuis les rois, depuis la Révolution française, c'est précisément pour que tout le monde soit soumis aux mêmes règles. Puis là, dans les dernières années, à cause de la crise économique qui est en train de modifier les rapports de force dans la société, bien là, ils sont en train de tricher les constitutions. La constitution, c'est toujours pour eux. Toujours. Les droits et libertés, c'est pour eux, c'est pas pour nous. Alors, à un moment donné, les gens vont se débarrasser comme ça. Même chose avec les migrants, toutes ces choses-là. Si les problèmes ne sont pas réglés d'une façon uniforme des deux côtés, si ce n'est pas un document qui est un contrat social, qui est décidé par la population, normalement, on n'a pas été consulté pour le Québec n'a pas signé la Constitution canadienne, mais vous ne pouvez pas tricher systématiquement, parce que là, la pression va monter, surtout avec la crise qui commence, puis là, les gens vont se venger. Puis là, le danger, c'est qu'ils mettent un dictateur, puis en fait, c'est un dictateur autoproclamé, puis là, c'est lui qui a la totale liberté. Puis là, des gens comme vous et moi, qui évidemment vont s'opposer à lui, ben là, ils nous mettent dans des camps. En fait, c'est le truc habituel. Mais c'est ce que je dis, c'est qu'ils ne peuvent pas faire ça.
la petite gang de baveux là, qui décide là, qu'on n'a pas le droit de parler parce qu'on a parlé contre les vaccins, là, c'est tout en train de sortir aux États-Unis. Les gens n'ont plus confiance dans les journalistes parce qu'ils savent qu'ils sont vendus, il y a un gars qui a dit, il dit en Occident, il y a deux types de journalistes. Les journalistes qui obéissent au gouvernement, les journalistes qui n'ont pas d'emploi. Bon, alors ça ne peut pas fonctionner. Puis avec les tensions que va créer la crise économique qui commence, qui va être extrêmement dure, ben, vous pouvez avoir des mauvaises surprises pour eux. Mais M. Nantel, je veux juste rajouter là-dessus que le peuple, en général, ne va pas se révolter, juste une question de droit, là, mais ça va être le déclencheur. Quand les assiettes sont pleines, le peuple endure beaucoup de choses. Et quand les assiettes sont vides, ce matin, je me faisais la réflexion en mettant du beurre sur ma toast. Je me disais, le beurre est rendu à 9 $ la livre. La livre de beurre est rendue à 9 $ et c'est qu'un début. Je veux dire, quand le beurre va être rendu à 25 $ la livre, ça va être comme on entendait dans les dictons là, autrefois, manger son pain sec, mettre du beurre sur son pain. C'était des dictons anciens quand les gens n'avaient pas les moyens de mettre du beurre sur leur pain. Et nous, on n'a jamais pensé que ça pouvait revenir. Et bien là, on est en train de revenir. Là, il triche, puis il ment. Puis Biden, en tout cas, on va en parler tantôt, si on a le temps. Essentiellement, vous savez, si vous ne réglez pas des problèmes de façon rationnelle, les problèmes se règlent de façon automatique, naturelle. Quand la population se promène dans les rues en France, là, parce qu'ils se plaignent d'affaire des retraites, à mon avis, ils ont tort. Mais le point n'est pas là. Quand la pression augmente dans la population, surtout dans les villes où sont les gouvernements, bien, vous avez des révolutions, vous avez des crises. Puis la crise qui commence va être une crise très dure. Fait que la Constitution servait juste, et la démocratie, ça sert à éviter de tuer tout le monde. Quand vous avez une dictature, la première chose que fait un dictateur, il élimine, pensez à Staline ou à Mao, il élimine tous ceux qui étaient avec lui, supposément. Les Arabes disent, quand tu décides de faire un nouvel État, il faut que tu aies 10 balles dans ton fusil. 9 balles pour tes amis, puis 1 balle pour l'ennemi. C'est qu'ils se mettent à éliminer tous ceux qui peuvent prendre leur tour. Et quand ils perdent le pouvoir, parce qu'ils ont fait une erreur, puis qu'il y a eu un coup d'État, là, c'est son côté à mourir. C'est pas ça qu'on a fait en démocratie. On n'a pas tué Brian Mulroney, puis on n'a pas tué Charest, puis on n'a pas tué... ils ont simplement perdu le pouvoir. Et si vous respectez les lois de la démocratie, vous diminuez énormément le niveau de violence. Le niveau de violence. Et surtout, vous arrêtez de tuer les gens, de les mettre dans des camps, dans les camps russes comme dans les laogai chinois. Les gens, souvent, ils ne savent même pas pourquoi ils ont été arrêtés. Fait que vous gaspillez les élites, vous détruisez un peuple. Puis quand c'est fini, le communisme est tombé partout, parce que c'est ça qu'ils faisaient systématiquement. Le nazisme, on l'a battu par les armes. OK, ça va, fascisme. Mais ça serait arrivé de toute façon. Fait que c'est ça que je vous dis. S'ils pensent qu'ils peuvent taire la moitié de la population qui est contre eux, ou des fois c'est les 3/4, puis que ça va fonctionner, eh bien, ils se trompent. Puis là, il va y avoir des vengeances. Puis des vengeances, comme je vous dis, ça tue de façon... Puis moi, c'est précisément ce dont je veux parler aujourd'hui. La crise économique qui commence, ça va déclencher ces choses-là. Puis si on n'a pas la protection d'une démocratie qui est respectée, là, ils vont enlever les droits et libertés, puis ils vont mettre des devoirs et obligations. Mais c'est ça leur plan. Oui, mais s'ils font ça, ça va être des massacres, carrément. C'est ça leur intention de gérer la crise dans le sang. Oui, mais s'ils font ça eux-mêmes, tout le monde. Vous savez que le principal prisonnier du système stalinien, c'était Staline. Staline avait peur de tout. Quand il y a eu la Deuxième Guerre mondiale a commencé, il est mort seul dans son bunker. Je pense qu'on l'a découvert au bout de, je ne sais pas, 3 jours. Ben, il était pas mort, il était mourant. Quand quelqu'un est rentré, c'est parce que c'était un pauvre homme, Staline. C'était un pauvre homme au niveau très isolé. Mais il tuait. Alors, Staline disait, la mort est la solution à tous les problèmes. Plus d'êtres humains, plus de problèmes. Bon, il prenait des listes, ça c'était incroyable, il prenait une liste avec tous les 15 républiques soviétiques, puis il disait en Afghanistan, là, en Azerbaïdjan, c'était le premier pays,
je veux qu'il y ait 3000 personnes arrêtées, 1500 tués, puis 3000 dans l'année. Ils ne mettaient pas de nom. C'était un quota. Ils ont fait le malheur de tout le monde. Ils ont tout détruit l'environnement, volé les Ils ont mis en place un régime de terreur où les gens ne pouvaient plus parler. Et ça, aujourd'hui, c'est un peu ça qui est fait subtilement. Tu as des sujets comme ça en Occident qu'on ne peut plus parler. Ça sort, par exemple. Là, ça sort. Oui, ça sort. Mais là, c'est ça, je me demande jusqu'où ça va aller, parce que c'est sûr que là, on voit que maintenant, c'est plus, on se sent beaucoup plus à l'aise maintenant de parler de COVID qu'on l'était il y a 6 mois, mettons. Ben, c'est surtout que les choses qui étaient interdites, ils bloquaient votre compte Facebook puis YouTube, puis ils sont tout coordonnés. Hein. Il y a une chose intéressante qu'on découvre de nos jours, c'est que la CIA et le FBI, qui sont censés travailler sous l'égide de la Constitution américaine, trichaient la Constitution américaine en finançant les petits baveux là, qui coupent les gens à la ben, il faisait toute une propagande. C'est ça qu'on apprend avec quand Elon Musk a publié toutes les communications internes chez Twitter. On apprend que le FBI était devenu... et puis, le FBI, il ne faisait pas des pressions. Il faisait des conférences à journée longue, conférences sur la nécessité, l'importance de censurer les contenus. Et les gens, au début, ont embarqué là-dedans. Puis après ça, une fois qu'ils ont été embarqués là-dedans, ben là, quand ils se sont rendus compte que personne n'a eu le courage de dire, ben là, on arrête ça, ça n'a pas d'allure. Fait qu'ils ont continué à appliquer une censure. Mais il y avait des conférences régulièrement des agents du FBI qui venaient leur expliquer le danger de laisser la libre expression sur Twitter ou sur Facebook. Ça, c'est ce qui agace énormément dans les médias sociaux au niveau des gouvernements. Mark Twain, il disait quelque chose d'intéressant. Il dit il est plus facile de tromper les gens que de les convaincre qu'ils ont été trompés. Puis là, quand les gens se sont commis pour le COVID, pour les vaccins, tout ça, ils continuent encore aujourd'hui de défendre alors qu'on sait, c'est prouvé, les vaccins ne fonctionnent pas. Une légère amélioration. Une de mes sœurs, elle a eu 5 vaccins. 5 vaccins contre la COVID. Elle vient d'attraper la COVID. Moi, j'ai eu des vaccins contre le tétanos, contre la fièvre jaune. J'ai été dans des pays où c'était endémique. Je n'ai jamais attrapé ces maladies-là parce que les vaccins marchaient. Aujourd'hui, vous pouvez le dire parce qu'on le sait. Monsieur Nantel, peut-être vous avez juste évité les formes graves de la malaria. Là, je vous taquine. Ben, j'ai eu la malaria. Mais elle n'a pas marché. En tout cas, c'est pas grave, on ne perdra pas de temps là-dessus. En tout cas, je vais revenir à la crise parce que toutes ces choses-là vont être réglées, vont être changées lors de la crise. Écoutez, présentement, là, il est en train de se produire quelque chose. La semaine passée, on a parlé de la monnaie. La monnaie, je vais le répéter, comme disait Voltaire. Oui, je l'ai déjà dit, mais je vais le répéter jusqu'à ce que vous ayez compris. La monnaie a 3 fonctions. Elle garde la valeur. Elle est un étalon de valeur, c'est-à-dire qu'une pomme, ça vaut 52 cents, puis une banane, ça vaut 28 cents, et ça sert à faire des échanges. Ouais. Et la monnaie, c'est quelque chose qui permet de faire fonctionner la société. Au début de l'histoire de la monnaie, en fait, les primitifs, ils utilisaient toutes sortes de trucs, des civilisations primitives, ils utilisaient toutes sortes de trucs, par exemple des coquillages, pour garder la valeur, puis ils s'échangeaient avec des coquillages. Évidemment, ça mettait certaines espèces en danger. Il y avait d'autres endroits comme quand Cortés a envahi le Mexique, il a fait prisonnier Montezuma, le chef du Mexique, et il demandait de l'or, il voulait de l'or, toujours de l'or. Il disait, Cortés, il disait, les Espagnols, on a une maladie de l'or, on a besoin de l'or pour vivre. Puis Montezuma aurait eu cette réflexion, bon sang, on est chanceux, les Espagnols n'ont pas compris la valeur du jade. Parce que les Aztèques utilisaient le jade pour faire des échanges. Bon. Le dollar, ou toutes les monnaies, ça sert à faire des échanges, ça sert à avoir un étalon pour calculer ce que tout. Monsieur Nantel, j'aimerais ça remonter encore plus loin que vous, si vous me le permettez. J'ai lu un livre il y a plusieurs années, dans le temps j'étais aux études, en sociologie, notre professeur Michel Freytag, qui est un grand sociologue qui enseignait à l'UQAM puis qui enseignait en Europe. Et il nous avait fait connaître ce livre-là. Ça s'appelle « Femmes, greniers et capitaux ». Et ça explique, c'est une femme qui a écrit ce livre-là, ça explique l'origine
de la situation de la femme dans les sociétés archaïques et ça explique justement que la première chose que les humains ont eu à échanger, la plus importante, c'était les femmes. Parce que dans une tribu, on va dire, vous avez une trentaine de personnes qui vivent dans une tribu, s'il naît beaucoup de femmes, il n'y a pas de problème, mais s'il naît à peu près juste des garçons, puis il naît juste une femme d'une génération, vous avez un danger que la population de la tribu diminue. Alors, des femmes, tu n'as jamais trop de femmes, mais la proportion d'hommes, quand la proportion d'hommes est trop élevée, ça met en danger la survie de la tribu. Alors, c'est là que les tribus sont mis à garder les femmes au village pour ne pas se les faire voler. Et il y a également le fait qu'il est enceinte régulièrement, il n'y avait pas de pilule. Là. Alors, les femmes pouvaient avoir jusqu'à 10, 15 enfants, puis il y en avait... Oui, mais quand tu en as juste une... Quand il y en avait deux qui survivaient jusqu'à l'âge de la reproduction. Alors, c'était se combattre la grande faucheuse. Mais tout ça pour dire que, mettons, vous aviez un village qui manquait de femmes, il allait voir un village qui en avait un peu plus que la moyenne, il allait les voir, ils disaient, on aimerait bien qu'une de vos femmes vienne chez nous. Alors, c'est à ce moment-là, on disait d'accord, et ce qu'on leur donnait en échange, c'était des coquillages ou quelque chose comme ça, un symbole qui disait, on vous en doit une. Alors, dans ce livre-là, c'est très intéressant. C'est bien quelque chose de très intéressant, encore plus intéressant que ce qu'on vient de dire, qui était déjà intéressant, c'est que les femmes, dans le monde avant les civilisations urbaines, c'est les femmes qui avaient le savoir technique. Les hommes, ils se promenaient, ils allaient chercher du gibier un peu partout. Les femmes savaient comment faire du linge, savaient comment faire de la nourriture. C'est elles qui ont inventé l'agriculture, la poterie, etc. Alors, quand ils échangeaient les femmes, c'était une façon de faire un bond technologique pour les échanger les technologies. Maintenant, ce que je voulais dire par rapport à la monnaie, c'est que la monnaie, au début, c'était garder de la valeur, puis faire un peu des échanges avec des coquillages, avec des boutons de redingote. Ça, c'est au 19e siècle. Mais la monnaie, c'est quelque chose qui n'existe pas vraiment. Le dollar américain, c'est du papier. C'est pire que ça, c'est des chiffres qui se promènent sur des écrans d'ordinateur. Et quand vous faites une monnaie, c'est une monnaie les gens ont confiance dans la monnaie, c'est ça qui vous assure de pouvoir faire fonctionner une économie. Et Marco Polo, qui avait visité la Chine, il était revenu, puis il avait écrit dans son livre Devisement du monde, il dit, étonnamment, les Chinois acceptent de l'argent en papier. C'est étonnant, il dit, ça vaut rien, mais il dit, c'est la peine de mort si on essaie de faire de la fausse monnaie. Alors, quand vous avez la population à accepter de la monnaie, eh bien, ça fonctionne bien. Mais M. Nantel, c'est justement pourquoi que les Chinois étaient en mesure d'imprimer de l'argent de papier, c'est que l'État... Oui, parce que l'État chinois était extrêmement fort. C'est l'État qui assure le cours de la monnaie. Tandis qu'en Europe, puis même en Occident, on parle au Canada, je l'ai dit dans une de mes émissions, je ne sais pas en quelle année que la Banque centrale américaine a été fondée en 1913, le 23 décembre 1913, et je pense que la Banque centrale au Canada, la Banque du Canada, a été fondée, je pense, en 1935, si je me souviens bien. Alors, avant ça, là, il y avait plein de banques qui faisaient des monnaies et il n'y avait pas la garantie de l'État derrière. Alors, mais la Chine, eux autres... En passant, c'est ça que je veux dire, c'est que le système bancaire dont vous parlez, c'est un système qui est mensonger. Il faut bien comprendre que tout le système, ça fait très, très longtemps que c'est comme ça. Par exemple, la Réserve fédérale américaine. Quand vous entendez Réserve fédérale américaine, vous comprenez que c'est une réserve. C'est faux. Ils n'ont jamais été, qu'on appelle audités, ça n'a jamais été vérifié, l'or qu'ils ont dans les coffres. Deuxième des choses, c'est pas du tout fédéral, c'est privé. Ce sont des banquiers privés qui décident du taux d'intérêt le taux d'intérêt la valeur de votre argent que vous avez dans vos poches. Et ils font ça en fonction de leurs intérêts. À la limite, on pourrait dire que c'est même pas américain. Oui, effectivement, ça pourrait être un Mexicain qui est rentré aux États-Unis. Monsieur Nantel, le point où j'en suis, oui, allez-y. Le point où j'en suis, c'est que la monnaie a été créée
la Banque fédérale. Puis, comme vous l'avez dit, au début, c'était les banques privées qui émettaient des papiers. Ça, si on remonte dans l'histoire, essentiellement, ce qui est arrivé, c'est que les gens, ils s'échangeaient de l'or. John Pierpont Morgan, celui de JP Morgan, il dit, l'or, c'est de la monnaie. Tout le reste, c'est du crédit. Les pièces en papier que vous avez dans vos poches ou les pièces en chiffres là, sur un ordinateur, c'est du crédit. C'est que vous avez accepté les pièces en papier, puis en disant, le gars qui m'a émis ça, là, si je le veux, il va me donner de l'or. Puis pendant longtemps, c'était écrit sur les dollars. Les dollars américains. Les dollars américains. On va vous donner de l'or si vous venez de nous porter votre... Et le général de Gaulle s'est même amusé à envoyer un bateau plein de billets américains puis de donner nous de l'or. Je ne sais pas ce qui s'est passé finalement, mais il l'a essayé. Je pense que ça a fonctionné. En tout cas, pas grave. Fait que toujours est-il que c'était des banques privées qui émettaient de l'argent. Puis là, quand ils ont sorti le système fédéral américain, c'est parce qu'ils voulaient uniformiser le dollar à la grandeur du pays. Alors, ça s'est très bien fait. Et là, ce qui est arrivé, ils ont créé une banque privée qui contrôle la monnaie, qui ne sont pas élus. C'est des gens que vous voyez passer dans la rue, vous ne connaissez pas. Et mais quand ça a été créé, ouais. tout le système de la monnaie, ça a continué d'être contrôlé par des banques privées. Et 90% de la monnaie qui est émise aux États-Unis, c'est émis par les banques de coin de rue. Et là, il y a toutes sortes de faussetés, de mensonges qui ont été mis en place. Par exemple, quand vous rentrez dans une banque, vous avez besoin de 300 000 $ pour acheter une maison. Eh bien, le gars qui vous reçoit, il écrit 2 papiers. Premier papier, Jean-Jacques Nantel doit 300 000 $ à la banque Barclays. Bon. Le deuxième papier, c'est la banque doit 300 000 $. Point. Elle doit l'argent à personne. Il n'y a personne derrière. Puis là, ce qui se passe, c'est qu'ils viennent de créer, à partir de rien, à partir de l'air, 300 000 $ qui vous donnent à vous. Puis vous allez payer le gars qui va bâtir les charpentiers puis les plombiers qui travaillent sur votre maison. Ils viennent d'injecter dans l'économie, ça s'appelle la création monétaire. C'est vérifiable sur Internet, ce que je dis là. Ce n'est pas des rêves. C'est la vraie vérité. Mais c'est expliqué sur le site de la Banque du Canada. C'est expliqué sur le site de la Banque du Canada. Mais personne ne va là. Il y a juste les gens comme moi, comme vous, qui s'intéressent à ça. Ouais. Alors, ce qui arrive, c'est que le 300 000 $ qu'ils ont créé, la banque, qui n'existait pas quand vous êtes entré dans la banque, ils se font payer des intérêts par vous, de 5 % par exemple, puis ils prennent le 5 % sur le 300 000 $ qu'ils ont créé. C'est complètement fou. Comment ça se fait qu'on peut créer de l'argent pour obtenir des... Bon, alors ça, c'est le système des banques américaines qui continue encore aujourd'hui de produire 90 % de la monnaie. Et le gouvernement fédéral, la Réserve fédérale américaine, qui est une banque privée, comme la Banque de France, comme toutes ces banques-là, ils impriment de l'argent, c'est-à-dire le papier, puis la monnaie, vous avez la monnaie en métal par monnaie en papier, qui est produit par la Réserve fédérale américaine. Ça, c'est leur part dans l'histoire. Puis là, évidemment, il y a les taux d'intérêt qui contrôlent à travers toutes les banques. Mais ce qui se passe avec ce système-là, c'est que comme c'est une fraude, vous n'avez pas le droit, vous, d'imprimer des dollars dans le fond de votre cash et de donner ça à tout le monde. Vous n'avez pas le droit. Mais c'est permis aux banques. Maintenant, il faut rassurer les gens. Comme il faut rassurer les gens, c'est plein de mensonges. Alors, vous ne verrez jamais des gens avec des tatous dans le visage et des anneaux dans le nez dans les banques. C'est toujours des gens en 3 complexes pour rassurer les gens. Si vous allez dans la banque, la centrale de la Banque de Montréal, là, en face de la cathédrale, c'est des colonnes, c'est des beaux bureaux, tout est neuf. Bon, ça, c'est pour rassurer les gens. Et encore pire, le gros coffre-fort avec la grosse roue en métal là, que vous avez dans les caisses populaires, dans les banques partout, il n'y a pas d'argent là-dedans. Ce que vous voyez dans les films, là, le gars, il rentre, puis on fait un hold-up, puis il rentre, puis il embarque des cubes d'argent dans des sacs, puis il se sauve. Je suis rentré dedans, ce qu'il y a, c'est des casiers de sécurité. C'est un mensonge. Et quand vous allez dans une banque, parce que je l'ai fait à 2-3 reprises dans ma vie, vous dites, est-ce que je pourrais avoir 15 000 $? Ah, on ne l'a pas. Revenez dans 4 jours, on va les commander. Alors, c'est tous des mensonges pour rassurer la population. Ils ont dit à la population, ils l'ont dit récemment en 2000, ils l'ont dit tout le temps, si, comme là, il y a des crises bancaires aux États-Unis, il a dit, quand il y a eu la Silicon Valley Bank qui est tombée, Biden, il a dit, on va tout rembourser, tous les dépôts. Puis de toute façon, on a une garantie pour tous les États-Unis qu'on va rembourser jusqu'à 250 000 $ d'argent perdu. Bien, ça, c'est faux. C'est un mensonge.
l'organisation pour payer l'assurance. Au Canada, c'est 100 000 l'assurance, là. Ils ont en tout et pour tout au Canada 4 milliards d'actifs, c'est-à-dire tout ce que cette compagnie-là tient. Il y a pour 4 milliards d'actifs, puis il y a entre 700 et 800 milliards de dollars en dépôt. Alors, c'est un mensonge. Tout est basé sur des mensonges. Alors là, il s'est passé quelque chose depuis la crise de 2001, c'est que comme il y a eu la crise des dot-com, le gouvernement, pour essayer de sauver les banques parce que ça allait très mal, ils ont baissé les taux d'intérêt à 0,1 %, c'est-à-dire négatif si vous impliquez l'inflation. C'est-à-dire que pendant de 2001 jusqu'à 2023 aujourd'hui, il y a eu l'événement de 2007-2008 où ils ont remonté les taux d'intérêt parce que là, il y avait une crise, l'inflation est en train de prendre, puis il est en train de créer une crise. Alors, ça a monté à 5,5 %. Ça a déclenché l'immense crise des subprimes de 2007-2008. Immédiatement, ils ont rebaissé les taux d'intérêt à 0,1 %, c'est-à-dire négatif. Et là, ce qui est arrivé, c'est que comme personne n'a été puni, encore une fraude, qui a été puni pour ce qu'ils avaient fait en 2007-2008, où ils vendaient toutes sortes de cochonneries, les banques ont continué, c'est que si vous avez des taux d'intérêt négatifs, c'est payant pour vous de simplement emprunter de l'argent. Moi, si je pouvais emprunter 1 milliard de dollars à moins 1 % d'intérêt parce qu'il faut compter l'inflation, ben, je ferais de l'argent simplement en attendant, sans rien faire. Oui. Et ça, parce que de nos jours, le système commence à sauter. Puis là, aux États-Unis, il y a toute une série de banques qui ont commencé aux États-Unis puis ailleurs. Mais monsieur Nantel, je dois juste ajouter, suite à 2008, il y a des gens qui nous disent les règles ont été resserrées, il y a des nouveaux accords de Bâle, tout ça. Fait qu'à un moment donné, je suis allé sur Internet, moi je suis comptable, je suis allé sur Internet, je suis allé lire ça un peu, j'en revenais pas. C'est du blabla, c'est de l'air, et... C'est tout là, c'est ça. Puis moi, là, c'est un des problèmes, c'est que là, actuellement, les faillites des banques viennent du fait qu'ils ont demandé aux banques, les gouvernements ont demandé aux banques de détenir des bons du Trésor. Et là, le problème, c'est que les bons du Trésor, tant que les taux d'intérêt baissent, la valeur marchande des bons du Trésor augmente. Voilà. Parce que toi, tu as un bon du Trésor qui rapporte, mettons, 5 %. Puis là, aujourd'hui, le bon du Trésor, il est rendu à 3 %. Ben, il y a quelqu'un qui va te donner une prime sur ton bon du Trésor à 5 parce que la valeur, le taux d'intérêt est plus grand que ce qui court aujourd'hui. Fait que les banques ont quand même gagné un peu là-dedans. Sauf que là, c'est quand les taux d'intérêt augmentent, c'est le phénomène contraire qui se passe. C'est-à-dire, ton bon du Trésor qui était à 3 %, eh bien là, il est rendu à 5 ou 6. La valeur baisse. Je veux dire, ta valeur comptable diminue de ça. C'est ça le problème qu'ont eu les banques, c'est qu'ils sont obligés d'acheter des bons du gouvernement. Puis les taux d'intérêt à 1 an, c'est-à-dire quand vous encaissez, c'est plus élevé à 1 an qu'au bout de 10 ans. Au bout de 10 ans, il y a bien plus de risques. Alors, les banques ont acheté des bons à 1 %, puis là, ça va monter à 10 %. Fait qu'ils vont perdre énormément d'argent, puis là, les banques rentrent en faillite. Puis là, c'est tout le système financier. C'est des centaines de milliards de pertes. Et là, il y a des règles, ça, j'ai entendu, je n'ai pas fouillé ça plus qu'il faut, là, mais les banques ont le droit de continuer à comptabiliser ça selon la valeur que ça leur aurait s'ils le menaient à terme. Mais là, en réalité, ils ont une perte. Parce que là, on a modifié les règles comptables, c'est la planète, beaucoup, pour que les actifs soient valorisés à la valeur au marché. C'est pas ça que j'ai appris quand j'ai appris ma comptabilité, là. On faisait pas ça comme ça. On était plus conservateur, mais là, ils ont décidé que c'était la comptabilité en folie. On évaluait les actifs à la valeur au marché. Mais là, il y a une exception. Là on dit non, mais là, pour les bons du Trésor, vous avez le droit de les évaluer comme si vous les gardiez. Puis là, le problème, c'est que les banques, face à une crise, là, ils ont dit, là, à cause de la hausse des taux d'intérêt, ils ont une perte de valeur des bons du Trésor
qui, selon les règles, n'ont pas besoin de comptabiliser parce qu'ils disent non, non, la perte, je ne la comptabilise pas, je vais les garder jusqu'à échéance. Mais quand c'est ça qui retarde Mais là, ce qui arrive, là, c'est quand ils ont un besoin d'équidité, comme là, il y a un bank run, tes bons du Trésor, tu ne peux plus les garder à échéance, tu es obligé de les vendre aujourd'hui, puis là, d'assumer ta perte. De comptabiliser ta perte, là, tu le liquides. Donc, tu es obligé de reconnaître ta perte dans les livres. Et c'est là où les banques vont se ramasser avec des pertes. Je pense que j'ai vu un chiffre. La perte sur la valeur des bons du Trésor s'élève aujourd'hui pour l'ensemble des banques américaines à 700 milliards. Ah ouais, c'est des chiffres. Et là, on a modifié les règles, on a dit que vous n'avez pas besoin de les comptabiliser, sauf que s'ils sont en manque de liquidité, ils n'ont pas le choix, ils sont obligés de les liquider. Parce que ce qu'il faut savoir, ça existe depuis des siècles, depuis 3-4 siècles, c'est que les banques gardent, puis là aujourd'hui, ils ont le droit, c'est dans la loi, ils ont le droit de garder seulement que 10% de l'argent des dépôts. Fait que quand tout le monde se garage pour avoir son argent à la banque ne peut pas en donner plus que 10%. Monsieur Nantel, je vais préciser là-dessus, là, de ce que j'ai vu dans les dernières règles, on appelle ça les réserves fractionnaires. Ça veut dire que les banques ont juste une partie. Moi, j'ai étudié l'affaire un peu plus. C'est pas 10%, c'est 5%, le taux officiel. Ça a baissé, puis il y a même des cas où c'est encore moins. Oui, mais monsieur Nantel, oui, mais avec des magouilles, je fais juste préciser ça, avec certaines magouilles, ils utilisent toutes sortes d'affaires, ils utilisent vos dépôts comme garantie. En réalité, là, la vraie réserve des banques est de 1%. Oui, c'est ça, c'est bon. Fait que, le chiffre officiel, c'est 5. Et en utilisant vos dépôts comme garantie, en réalité, les actionnaires des banques ont mis $1 pour chaque $100 qu'ils ont prêté. Et s'il y a une crise financière, il y a la crise, c'est quand les gens viennent chercher leur argent, ils peuvent en donner 1, 5, 10% en théorie. Et 90% des gens qui viennent, ben, ils ne peuvent pas les payer. Donc là, ils rentrent en déficit. Le problème, c'est que les banques, actuellement, ça fait très longtemps qu'ils empruntent de l'argent à 0% d'intérêt, puis qu'il y a eu un truc. En 1930, pendant la crise des années 30, quand Roosevelt a pris le pouvoir, Roosevelt a dit « Les banques de dépôt qui reçoivent l'argent de la population, ils ne font que des dépôts et passer de l'argent d'un citoyen à l'autre. Ils se mettent entre les deux. » Il a interdit de se servir des dépôts des citoyens pour aller faire de la finance, aller acheter des trucs, spéculer. Ouais. Alors ça, c'était protéger les dépositaires, la population, pour pas que ça foute une autre crise. Ça a fonctionné. Bill Clinton a enlevé ça. Ça s'appelait le Glass-Steven Act. Il l'a enlevé. Puis là, ils ont recommencé à se servir des dépôts. Vous avez les grosses, je l'ai dit, là, les coffres-forts avec les grosses roulettes, puis les gens habillés c'était pour rassurer les gens. Mais les mêmes gens qui essaient de vous rassurer en utilisant toutes sortes de petits trucs comme ça, se mettent à vous faire prendre des risques insensés avec vos dépôts, puis si ça ne marche pas, la banque fait faillite. Là, ça vient de commencer, le système commence à s'effondrer. En passant, c'est parce qu'il y a eu un bank run que la Silicon Valley Bank est entrée en faillite. Bon, là, il y a quelqu'un qui va peut-être la racheter à 1% de la valeur, mais enfin, ça, c'est autre chose. Vous avez également une autre banque qui s'appelle la Silvergate Bank, qui, elle, s'occupait des... attendez que je ne me trompe pas, c'est ça. Elle s'occupait, entre autres, des crypto-monnaies. Vous avez Signature Bank. Non, mais là, je fais la liste. Là. Ouais. La Signature Bank, elle, est en faillite également. Vous avez le Crédit Suisse qui a été sauvé il y a à peu près quelques semaines par des dons, des transferts massifs qui venaient de 20 banques différentes parce qu'ils ne veulent pas faire sauter le système. Crédit Suisse est en train de faire faillite. Ils l'ont sauvé, puis là, ça recommence. Mais ça, ces 20 banques-là, M. Nantel, ces 20 banques-là qui mettent de l'argent se fragilisent elles-mêmes en achetant un canon boiteux. Le système bancaire, il fonctionne en cycle, c'est-à-dire qu'ils sont tous dépendants les uns avec les autres. Vous avez un phénomène à chaque soir, là, c'est la compensation. S'il y a une banque qui ne reçoit plus de dépôts, l'autre qui ne reçoit plus, ils s'échangent les surplus. Oui. Ça se tient ensemble, les banques. Puis quand vous avez un problème, comme en 2007-2008, les banques refusent de passer parce qu'ils disent qui c'est qui a fait des mauvais placements parce que c'est toute de la comptabilité fausse, c'est tout du mensonge. Alors, les banques arrêtent de se passer entre eux,
puis là, ben, tout bloque parce que vous n'êtes plus capable de reprendre votre argent, vous n'êtes plus capable de faire d'investissement. Alors, ce qui est arrivé en 2007-2008, c'est le gouvernement qui a aidé les banques. Puis au Canada, le gouvernement fédéral a donné 114 milliards de dollars aux grandes banques canadiennes et 0 $ à Desjardins. Parce que Desjardins, c'est la deuxième banque la plus solide au monde selon Bloomberg, qui n'a rien à voir avec le Québec, c'est une agence internationale. Ce n'était pas pour nous passer de la pommade. C'était la deuxième banque la mieux gérée au monde. Alors, la Caisse populaire... La mieux capitalisée, on pourrait dire. La mieux capitalisée. C'est ça. Alors, ça, c'est des grands mots de la population qu'on ne comprend pas forcément. Mais toujours est-il que... Mais ils vont comprendre, quand les banques vont faire faillite, ils vont comprendre c'est quoi une banque qui n'est pas capitalisée. C'est pour ça qu'il faut mettre son argent à la Caisse populaire, au moins pour gagner quelques jours. Fait que là, vous êtes capable d'en retirer une partie si jamais il y avait une crise gigantesque. Si c'est une crise moyenne ou petite, les caisses populaires vont devraient s'en sortir. Maintenant, je vais finir la liste, là. Vous avez également la fameuse banque de crypto-monnaie. C'était une banque, ça, c'était l'équivalent d'une banque avec la crypto-monnaie, de FTX, là, de Sam Bankman-Fried. Bon. Lui, là, il a fraudé, c'était un truc de Ponzi, mais il y a eu un effondrement, là. Puis là, aujourd'hui, un peu partout au monde, il n'y a pas rien qu'à l'extérieur des États-Unis, il n'y a pas juste la Crédit Suisse qui est en problème. Il y a un paquet de banques. Les banques ont perdu 80-90% de leur capitalisation, l'argent que ça vaut à Wall Street depuis quelques années. Et vous avez une banque, une immense banque, la plus grande d'Allemagne, qui s'appelle la Deutsche Bank. Elle ne peut pas éviter, ça va foirer. Alors, ce que vous avez présentement, comme toutes les banques fonctionnent en s'aidant les unes les autres, sont obligées. Alors là, vous avez une attaque. Quand vous avez une crise qui commence et que tout le monde veut son argent parce que les taux d'intérêt montent, puis les banques perdent de l'argent parce qu'ils ont acheté des bons à 1%, puis ensuite, le taux d'intérêt à 1 an est plus élevé que le taux d'intérêt à 10 ans. Ça, c'est l'inverse du bon sens. Alors, il y a toutes sortes de fraudes, de mensonges qui ont été éparpillés dans la population pour créer la confiance. Puis là, depuis que Clinton a enlevé le Glass-Steagall Act, ben là, ils ont recommencé à faire toutes sortes d'investissements fous avec votre argent. Or, il y a des lois qui ont été passées dans tous les pays développés. Une loi qui a passé au Canada, puis je vais la répéter, mais c'est parce que je l'ai souvent dit aux gens. C'est marqué dans la loi, en cas de crise grave, ce qui ne risque pas d'arriver, ça, c'est pas rassuré, encore une fois, mentir, tromper les gens. En cas de crise grave, ce qui ne risque pas d'arriver, puis là, ils mettent des belles petites phrases, les banques d'importance systémique auront le droit de transformer certains passifs en biens propres réglementaires. Qu'est-ce que vous avez compris là-dedans? Zéro. Les gens ne comprennent pas ce que ça veut dire, mais ça veut dire quelque chose de très précis. Quand vous passez de l'argent à une banque, quand vous mettez votre argent dans un compte de banque, vous avez des gens qui pensent qu'il y a une boîte comme une boîte là, dans laquelle ils mettent l'argent de Jean-Jacques Nantel. Mon dépôt, c'est à moi, c'est mon argent à moi. Oh. Non, vous venez de passer votre argent à la banque. Vous êtes pris dans la faillite. C'est comme prêter à ton chum là, qui est à la taverne, tu lui prêtes 100$, puis après ça, il faut que tu cours après ton argent. Mais je veux juste finir ce que j'ai dit, parce que sans ça, les gens vont perdre le raisonnement. Alors, ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont passé, c'est ça, c'est qu'en cas de crise grave, il y en a un qui commence, ils vont avoir le droit de transformer, puis là, c'est là le truc, certains passifs en biens propres réglementaires. Biens propres réglementaires, vous comprenez très bien que c'est à vous maintenant. Alors, les banques un des passifs des banques, un des plus importants, c'est les dépôts. Alors ça a été passé partout, y compris pour les caisses populaires en passant, pour transformer les dépôts en biens qui leur appartiennent. C'est ça que ça veut dire. C'est ça que ça veut dire, cette loi-là. Puis, comme ils ont mis des beaux mots toujours pour tromper puis rassurer les gens... Ah, ça aurait pu être plus clair. Ça aurait pu être plus clair. Non, ben c'est pour ça. Ils ont vasé. Une autre chose qui s'est passée avec le Silicon Valley Bank, vous avez Biden qui est tout le temps en train de mentir, les gens commencent à comprendre. Il a dit on va défendre tout. Le système financier est très solide. Mensonge. On va rembourser. Là, il a fait quelque chose qui est en dehors de la loi. On va rembourser tous les déposants de la Silicon Valley Bank. Il y a d'autres banquiers qui ont dit ben oui, mais si vous faites ça, vous allez être obligé de le faire pour toutes les autres banques quand ils vont sauter. Alors, il y en a plusieurs qui ont sauté. Mais là, ils font comme s'il y avait juste Silicon Valley Bank. Il y en a d'autres. Signature Bank, il y a une autre banque aux États-Unis qui s'appelle First Republic Bank, qui est en problème. Fait que toutes les banques risquent de sauter. Si vous faites sauter les banques, si les banques font faillite,
par exemple, 90% des banques font faillite. Comment vous faites pour payer Hydro-Québec, puis Vidéotron, puis votre loyer? On fonctionne comme ça aujourd'hui avec les banques ont sauté, vous avez une crise économique majeure qui commence. Puis vous avez un deuxième phénomène qui lui, va être très important, c'est qu'on a parlé, le BRICS avec la Chine puis la Russie, se sont mis ensemble pour se débarrasser du dollar américain. Le dollar américain, c'est la monnaie internationale. C'est comme ça, je l'ai dit, là, une des trois caractéristiques d'une monnaie, c'est de faciliter les échanges puis d'être un étalon. Monsieur Nantel, j'aimerais vous répondiez à une question d'une auditrice, là, Sylvie Ouellette, qui nous demande, croyez-vous que nous devrions acheter de l'or et elle demande où s'en procurer? C'est pas une bonne question, où s'en procurer? Il y a 2-3 compagnies à Montréal qui font ça, là, je ne les ai pas en tête, là, mais... on vous reviendra, peut-être on fera la recherche, peut-être. Non, mais c'est parce que ça ne me revient pas à la tête. Oui, mais on s'en vient, on s'en vient vers la conclusion, parce qu'il faut rendre l'antenne, mais peut-être qu'on pourra faire... Parler de l'or, acheter de l'or. La semaine prochaine, on pourra parler de l'or, l'importance... Si j'avais de l'argent, j'achèterais de l'or. Maintenant, l'or a commencé à monter, là, il est rendu à 1600 quelque chose, là. Je suis ça régulièrement. Et l'or est plus cher que quand c'était il y a 2 ans, par exemple. Et, oui, il y a l'argent aussi. L'or, l'argent, le platine, vous avez... il y a moyen d'investir de l'argent là-dedans. Maintenant, quand ça se produit, parce que c'est arrivé dans les années 30, une des premières mesures du président Roosevelt, ça a été d'interdire aux Américains de posséder de l'or. Il avait acheté l'or de façon totalement légale. Mais là, il voulait... là, vous avez votre heure qui court. Mais moi, je vais donner une réponse rapidement. On dit souvent que dans vos placements, vos économies, vous devriez avoir à peu près 10 en or. Parce que l'or, ce n'est pas nécessairement un placement. L'or, c'est comme une assurance. C'est une assurance catastrophe. Si tout s'écroule, l'or va partir vers le haut. Alors, si vous avez 90 de votre portefeuille qui plonge, le 10 que vous avez en or, normalement, va compenser la perte de valeur que vous avez. Alors, on peut dire c'est ça. Mais maintenant, on en parlera. Monsieur Nantel, c'est pas mal tout le temps qu'on a. Je sais pas, en conclusion, je vais vous laisser 2 minutes pour conclure. Puis, on va en reparler. En tout cas, c'est très intéressant. On va en reparler la semaine prochaine. Okay, en conclusion rapide, monsieur Nantel. C'est ça. Essentiellement, avant, on se servait du dollar américain pour savoir combien coûtait le pétrole, combien coûtait le blé, combien coûtait le cuivre. Maintenant, il y a des monnaies concurrentes qui rentrent sur le marché et qui vont prendre la place du dollar américain. Alors là, ça va tout compliquer. Ça va compliquer la crise. Mais la crise, elle va être mondiale et c'est de ça dont on pourra parler la semaine prochaine. C'est que la crise est d'origine environnementale. L'environnement ne peut plus fournir tout ce que la population humaine demande. Et conséquemment, les prix montent, mais ça ne sert à rien d'imprimer de l'argent puis de jeter ça sur le marché s'il n'y a plus de pétrole, s'il n'y a plus de cuivre. Alors, c'est un phénomène qui est mondial et ça s'en vient. Ça fait longtemps que, pas juste moi, beaucoup de gens le prévoient. Puis là, ça semble être en train de commencer. Oui, puis une autre recommandation qu'on peut faire, c'est faites comme la famille Desmarais. Mettez, si vous voulez acheter des actions, achetez vos actions en Chine. Et vu que c'est libellé en yuan, vous êtes garanti comme... Oui, mais les Chinois, j'ai vécu là-bas, je peux vous le dire, ils sont en train de mentir. Tout est faux dans ce qu'ils disent parce qu'ils pensent seulement à leur intérêt. Ils ont une bulle immobilière. Monsieur Nantel, on en reparle la semaine prochaine.